Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, bon après-midi chez vous. Nous sommes mercredi le 2 août 2023. Mercredi qui, n'est-ce pas, marque une journée ou bien l'une des journées importantes, je vais dire de l'Afrique, parce que l'histoire de l'Afrique s'écrit déjà. Et nous sommes vraiment en plein cœur, n'est-ce pas, de cette réécriture de notre histoire. Vu les développements, n'est-ce pas, ça et là, à travers l'Afrique. Et nous avons voulu inviter un des avant-gardistes, en tout cas dans cette lutte-là, pour la fin totale du néocolonialisme, de l'exploitation de l'Africain, de l'exploitation des ressources africaines et la fin de la pauvreté des habitants d'un continent qui est présenté comme le continent le plus riche du monde, mais pourtant dont les habitants sont les plus pauvres au monde. Donc cet avant-gardiste s'appelle Komla Kogli. Il est le secrétaire général du Mortra. Nous l'avons invité, vous comme vous le voyez. Il est dans une tenue, n'est-ce pas, de combat. Il est prêt à descendre sur les lieux pour continuer ou bien pour poursuivre ce combat-là. Comme quoi, il faut désormais être prêt parce que vous ne saurez jamais d'où l'ennemi viendra. Voilà pourquoi tout Africain digne de ce nom doit désormais être prêt. Parce que désormais, les Blancs qui exploitaient l'Afrique et qui continuent d'exploiter l'Afrique ne s'en cachent plus. Ils ont perdu toute honte. Maintenant, ils disent clairement les choses. Ils disent tellement clairement les choses qu'on ne peut plus être là en train de les regarder. Il faut être prêt à tout moment. Et après avoir présenté mon invité, je vais vous faire écouter un audio qui confirme ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire désormais le français, il veut voler en plein jour et il te dit clairement, tu sais que, je sais que tu sais que je te vole, mais je vais continuer par te voler parce que si je ne te vole pas, c'est moi qui vais mourir. Alors, soyez les bienvenus, monsieur Komla Kogli, à cette émission de Chronique de la semaine. Du professeur Moussa Issifou, nous sommes très contents de vous revoir parce que ça fait longtemps et vous êtes passé ici il y a de cela 2 ou 3 ans et aujourd'hui nous avons pioché, on vous a retrouvé puisque l'actualité oblige. Alors bienvenue à la chronique du professeur Moussa Issifou. Merci beaucoup mon frère Moussa. Je remercie les auditeurs et auditrices, les téléspectatrices et téléspectateurs de Tempo TV et merci aussi à la réalisation. Merci à toute ton équipe pour tout ce que vous faites pour l'information et l'émancipation de notre continent. Merci beaucoup. Donc, comme je l'avais annoncé, notre thème est simple. On a dit, que se passe-t-il en Afrique? Cela veut dire que nous allons déposer nos valises à plusieurs endroits aujourd'hui. On ira au Togo, au Niger, au Sénégal et partout où notre avion pourra, n'est-ce pas, atterrir. Alors, mais pour lancer ce débat, je voudrais que nos éditeurs et nous-mêmes, on réécoute, en tout cas, la déclaration d'un Français. Monsieur Malik, si vous êtes prêt, passez-nous l'audio et nous allons, à partir de cet audio, dire ce que nous avons à dire, en tout cas, laisser la parole à notre invité. Merci. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est la base principale
qu'il nous Il y a le reste Tchad aussi, après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, du mais côté du Quai d'Orsay. écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la présente question de la place. lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Merci beaucoup, tout est déjà dit. Alors, monsieur Pogli, au début, n'est-ce pas, de la colonisation, il y avait un ministre français qui s'appelait Gaston Defferre. Il disait, je cite, « La politique coloniale est fille de la révolution industrielle. » Aujourd'hui, ce mec nous dit que la France ne peut pas quitter l'Afrique parce que elle a des intérêts économiques à défendre. Il cite un exemple, l'uranium du Niger, qu'il faut continuer donc par exploiter abusivement au détriment des peuples nigériens. Alors, monsieur Pogli, je voudrais vous donner, n'est-ce pas, la latitude de commenter cette déclaration. Très bien. Ce monsieur qui s'est exprimé, je crois, sur Sud Radio, je crois avoir vu ça. Oui. Il faut dire simplement que jusqu'à présent, les Français et les Européens, les Occidentaux d'une manière générale, nous ont présenté le peuple africain comme un peuple qui a besoin d'aide. Donc, ces gens étaient présents ou sont présents en Afrique rien que pour l'humanitaire. Et chaque fois qu'on leur oppose que la France a des intérêts en Afrique et que la France défend ses intérêts en Afrique, de la plus mauvaise des manières, les Français ont l'habitude de nous répondre par « Non, non, nous sommes en Afrique pour de l'humanitaire. Sans nous, vous serez morts. Sans nous, vous n'aurez pas telle ou telle chose. Sans nous, vous serez encore dans les brousses, sinon dans les huttes, dans les arbres, etc. Donc, nous sommes venus plutôt vous aider, nous vous aidons. » Donc, on est quelque part surpris d'entendre maintenant les Français dire qu'ils ont des intérêts en Afrique. Donc, nous sommes passés d'un discours humanitaire à un discours d'intérêt, alors que les Africains ont toujours dit que la France a des intérêts en Afrique. Très bien, maintenant que la France reconnaît qu'elle a des intérêts en Afrique, nous allons pouvoir discuter de quoi ces intérêts sont faits et comment la France a défendu ses intérêts jusqu'à présent. Donc, nous voyons là que ce monsieur exprime quelque chose qui a été caché très très longtemps, où les Français sont toujours restés dans un discours condescendant envers les Africains en disant « Nous venons faire de l'humanitaire, vous nous attaquez alors que nous sommes venus vous faire du bien. » Et là, retournement de situation, la France admet maintenant qu'elle a des intérêts en Afrique. Donc nous allons pouvoir maintenant discuter de ces intérêts-là et voir comment, effectivement, nous allons pousser la France à assumer ses responsabilités face à ses intérêts qu'elle n'a cessé de défendre depuis qu'elle a mis les pieds en Afrique, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Merci beaucoup. Moi, quand j'observe, il y a même une autre déclaration ce matin d'un autre, je pense, français. Et je pense que il y a un écrivain ghanéen, Kojo Lin, qui a écrit un roman, The Woman of the Airplanes, où il a parlé d'une machine de vérité. C'est-à-dire que cette machine-là, lorsque on appuie sur elle, c'est-à-dire qu'elle crache seulement la vérité.
c'est comme si, bon, je me retrouve dans le livre là, dans le roman là, c'est comme si les Français maintenant, quelque chose leur est arrivé. Ils sont prêts maintenant à tout dire. Ils n'ont plus honte, ou bien ils se disent que ben, maintenant, tout le monde sait, il faut avouer, et puis bon, peut-être que quand on avoue, on va voler, personne ne va plus crier. Peut-être que c'est la stratégie. Là, je ne sais pas. Maintenant, compte tenu de tout ça là, cette posture qui est, c'est pas, dénudée de tout vergogne, et je peux dire, c'est pas. Donc, est-ce que les Africains n'ont pas raison d'adopter cette nouvelle posture que les Français qualifient de manipulation, manipuler de la Russie? Non. Est-ce que l'Africain, après avoir écouté tout ça là, n'a pas raison d'agir comme il le fait aujourd'hui? Non, le combat que nous menons en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Russie, ni Poutine, ni un quelconque dirigeant russe ou extérieur qui dit aux Africains de lutter pour leur dignité, pour leurs intérêts. Depuis la nuit des temps, les peuples africains ont lutté et cette lutte continue. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Mais simplement aujourd'hui, la France, voyant que son empire est en train de s'écrouler parce que, ayant subi un coup de poing terrible depuis le Mali, coup de poing qui a été renouvelé au Burkina Faso, deux pays qui jusque-là étaient restés dans les rangs, très soudés, faisant la danse de vente devant le maître français, toutes ces années durant, eh bien, maintenant la France se rend compte qu'elle a chaud. Donc la France-Afrique en réalité a chaud. Et la mafia Afrique plus largement a chaud. Du coup, les Français sont obligés de dire allons vite en guerre contre le Niger, contre ce qui se passe au Niger, pour sauvegarder nos intérêts. En réalité, tout ça traduit la chaleur véritable que la France est en train de ressentir maintenant. Parce que, après tout, quand vous volez des gens depuis des siècles et des siècles, vous ne pouvez qu'attendre à ce que ces gens-là, à un moment donné, se réveillent et se révoltent. Donc, nous ne sommes qu'au grand début de la révolte africaine qui va décoloniser réellement l'Afrique, parce que nous le disons depuis des années, l'Afrique est toujours dans la colonisation. Les Français viennent de l'admettre par ce type de déclaration, par ce qui se passe au Niger. La France est obligée de sortir du bois. Donc, elle est débusquée par les événements du Niger maintenant. Et la France est obligée maintenant de jouer casse sur table et d'avouer clairement qu'elle a des intérêts en Afrique et qu'elle va devoir défendre ces intérêts-là, ce que nous disons depuis des années. Donc, je pense que nous ne sommes qu'au grand début du grand mouvement africain pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Parce que notre peuple ne peut éternellement rester l'esclave de la France notamment et des pays occidentaux, plus généralement. Donc là, nous sommes au début d'un processus qui va aboutir à la reconquête de notre espace perdu, à notre dignité perdue, à notre culture perdue, et ainsi à la renaissance de notre peuple à partir de la reconstruction totale de notre continent. Donc les Français ne sont qu'au début des larmes. Rien n'est encore gagné pour nous, mais c'est clair que les Français vont souffrir. Parce que quand vous colonisez des peuples, à un moment donné, ces peuples-là se réveillent et vont vous reprendre tout ce qu'ils ont perdu jusque-là. Donc là, la France n'est qu'au début d'une des plus grandes douleurs géopolitiques. Merci beaucoup. Alors, les événements du Niger, vous ont-ils surpris? Oui et non. Parce que nous connaissons la situation au Niger. Le Niger, qui est présenté comme une démocratie, en réalité est une démocratie de façade, comme toujours dans les pays africains. C'est-à-dire que l'électoralisme est présenté comme une démocratie en réalité. Sauf que quand on observe très bien la situation, nous avons écrit sur la personnalité de Bazoum, qui allait remplacer Mahamadou Issoufou, lui-même ayant été un laquais de ce système, ayant prêté le territoire nigérien à l'OTAN et à la France notamment pour servir de base arrière contre la Libye. Les avions français décollaient du Niger pour aller bombarder la Libye de Kadhafi.
Donc, nous savions très bien le rôle central que le Niger jouait ou joue dans la France-Afrique et dans la mafia Afrique d'une manière générale. Bazoum, nous avons décrit qui est ce monsieur. Bazoum, c'est un France-Africain les plus affirmés. Il est détenteur de la Légion d'honneur française. Bazoum a reçu la Légion d'honneur au titre de tout ce qu'il a fait, disaient les services français, au nom de l'amitié pour tout ce qu'il a fait, pour service rendu pour la France et les liens d'amitié entre l'Afrique et la France. Donc Bazoum est un France-Africain le plus endurci. Et donc, quand ce monsieur arrive au pouvoir, il est évident que à un moment donné, les peuples vont se soulever, vont se révolter. Nous ne voyons pas un coup d'État venir puisque l'armée fait partie de ce système france-africain. Les caciques militaires qui ont fait le coup d'État aujourd'hui nous ont surpris parce que ces gens, jusqu'à présent, sont les défenseurs, sont ceux qui veillaient sur le bras civilo-affairiste de ce système. Donc ces gens étaient le bras militaire qui sauvegardait l'élitisme colonial civilo-affairiste pour le compte de la France-Afrique. Eh bien, patatras, aujourd'hui, ces gens se sont levés et ont fait un coup d'État. Nous constatons que ces gens, aujourd'hui, sont dans une dynamique qui peut être comprise et accompagnée. Donc, oui, nous savions que quelque chose allait survenir au Niger, mais nous n'avons pas envisagé cela dans ces termes-là, ni en ce moment, et encore moins par les acteurs qui ont réalisé ce coup d'État. Donc, oui, nous savions que quelque chose allait advenir, mais de l'autre côté, nous sommes surpris quand même que les choses arrivent aussi soudainement et surtout par la personnalité de ceux qui ont fait ce coup d'État. Donc, vous venez de dire quelque chose de très important, que ces militaires faisaient partie du système de la nomenclatura, n'est-ce pas, qui est exploité et qui exploite ces peuples. Mais donc, ce qui explique votre surprise par rapport au fait que c'est eux maintenant qui mettent fin, qui tentent de mettre fin au système. Dans beaucoup de pays tels que le Togo, c'est le même système où l'armée est totalement pieds joints dans le système, en train d'exploiter ensemble avec l'élite dirigeante et le pays. Alors, vous voulez dire que ce qui est arrivé à Maklakla peut aussi arriver à Makloklo dans les mêmes conditions? Oui, c'est possible, mais chaque pays, chaque enclos colonial a ses spécificités. Ce qui s'est passé au Niger, c'est que tout est parti d'une querelle familiale en fait. C'est-à-dire que c'est une guerre de clans où le général Tiani devrait être licencié ou en tout cas relevé de ses fonctions. Tout est parti de là. Voilà pourquoi les services secrets français et occidentaux, d'une manière générale américains, avec leur présence militaire au Niger, n'ont pas vu venir ce qui se passe. Ils n'ont pas vu venir ça. S'ils avaient su, s'ils avaient vu venir, s'il y avait un conflit ouvert au Niger, oui. Voilà, ou si les populations étaient en ébullition, s'il y avait eu des manifestations, etc., ces gens auraient, les grandes oreilles auraient été très tendues, auraient été très ouvertes pour écouter tout et saboter clairement ce qui se passe actuellement. Donc ces gens sont surpris parce que le problème vient en réalité d'une révolution de parrain qui s'est transformée en un coup d'État qui risque d'aboutir à une révolution populaire. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'était une révolution de parrain, parce que tout est parti du fait qu'on voulait relever le général Tiani de sa fonction, et donc c'est ça qui a conduit à ce coup d'État-là. Maintenant, il va falloir que le peuple nigérien se réapproprie ce coup d'État et mettre fin véritablement à ce système france-africain, aussi bien dans son déploiement militaro-policier que dans son déploiement civilo-affairiste incarné par Bazoum, que la soi-disant CEDEAO, aiguillonnée par la France et l'OTAN notamment, veut replacer aujourd'hui au pouvoir. Donc, disons que ce qui s'est passé au Niger, ce n'est pas sûr que ça puisse être reconduit partout, mais l'histoire, elle est quand même parfois pleine de surprises. Donc, il faut peut-être attendre que là où les peuples sont très affaiblis, comme par exemple au Togo où l'opposition est laminée, ou ailleurs, par exemple au Gabon, au Sénégal, où le pouvoir est en train de s'exciter très très fortement pour casser Ousmane Sonko
et autres pour tuer le rêve du peuple sénégalais de s'affranchir, eh bien, on peut peut-être souhaiter et s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça. C'est-à-dire que le Niger peut peut-être faire réfléchir un certain nombre d'apparatchiks militaro-policières qui vont peut-être réfléchir aussi sur ce type d'agissement. Oui, on en parlera, en tout cas, on parlera de Sonko plus tard dans cette émission. Mais tu viens de mentionner la CEDEAO. Que penses-tu des élucubrations de la CEDEAO? La CEDEAO, elle a peur. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 coups d'État qui sont validés aujourd'hui. Peu importe les élucubrations et les halalis de la CEDEAO, c'est-à-dire que 3 pays de son espace sont sous un régime militaire en réalité. Donc il y a la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Depuis 2020, il y a eu 8 coups d'État et tentatives de coups d'État dans l'espace CEDEAO. Et sur les 8 coups d'État, il y a eu 6 qui ont réussi, dont 2 ont échoué. Et donc, la CEDEAO se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle ne peut plus se cacher. C'est-à-dire que la CEDEAO est au bord de l'implosion. La CEDEAO risque de disparaître si le syndicat des chefs d'État, tripateurs de constitution, voleurs, patentés, usurpateurs, voilà, usurpateurs, des gens qui sont des kleptocrates, des kleptomanes, qui volent tout, à commencer par le suffrage populaire. Eh bien, ces gens, aujourd'hui, ont les fesses chaudes et se demandent quel est le sort qui va leur être réservé. Surtout que ce que nous voyons là au Niger ne vient pas d'une manifestation populaire. Il n'y avait pas eu de manifestation populaire. Du coup, ils sont fortement interpellés et ils veulent absolument éteindre, en tout cas, limiter les dégâts en tapant sur le Niger pour éviter que des révolutions de palais comme ce qui se passe au Niger ne leur arrive et ne débouche sur une révolution populaire qui va mettre à mal les intérêts occidentaux, notamment en Afrique. Donc, ces gens-là sont dans une logique où ils ont peur eux-mêmes, ces gens condamnent les coups d'État, mais oublient qu'eux-mêmes, ils sont des putschistes parce qu'ils volent les élections, ils tripatouillent les constitutions, ils fraudent les élections, ils violent les droits de l'homme, ils affament et assoiffent notre peuple. Ces gens sont le mal incarné de notre continent. Et donc aujourd'hui, ils sont confrontés à leurs propres contradictions et ils vont devoir gérer cette contradiction sous peine d'être emportés par des coups d'État du genre ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Merci beaucoup. Alors, la semaine passée, il y a en tout cas le deuxième sommet Russe-Afrique, où la plupart des présidents africains y étaient. Le plus jeune président du monde, le capitaine Ibrahim Traoré, je pense qu'il est né un an après l'assassinat de Thomas Sankara, est vu partout à travers le monde entier comme l'homme le plus populaire du monde. Parce que je viens d'écouter, de regarder sur les réseaux sociaux, c'est lui, quand on appelle trend là, c'est lui qui est en train de faire le trending, c'est lui qui est en vogue. Alors, vous avez écouté son discours. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit que Thomas Sankara s'est réincarné, ou il est réincarné. Alors, est-ce que vous avez eu la même attitude? D'abord, sur le sommet en soi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aussi que nous, Africains, nous dépassionnons un peu les choses parce qu'en réalité, la Russie est en train de jouer sa place et ses intérêts géopolitiques parce que la Russie se trouve dans une situation où ses cousins occidentaux ils se sont fâchés et donc ça crée cette guerre que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine. Du coup, Poutine a besoin de s'affirmer, en tout cas de montrer sur la scène internationale qu'il est présent, que son pays est présent et qu'il n'est pas si isolé que cela. Donc c'est de bonne guerre que Poutine rassemble les présidents, les dictateurs africains avec la nouvelle génération telle que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta à Saint-Pétersbourg pour montrer que la Russie est une puissance non pas régionale comme Obama l'avait suggéré, mais une puissance mondiale qui compte et avec qui on doit compter sur la scène internationale.
Donc ça, c'est la première des choses. À partir de là, disons que ceux qui ont été présents, je pense que parmi les soi-disant dirigeants africains, les deux seuls qui avaient leur place autour de cette table, c'était Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Assimi Goïta. Et ça n'a pas manqué. Poutine étant un dirigeant très lucide, il sait très bien qu'autour de cette table, il n'y a que ces deux qui incarnaient véritablement les aspirations populaires africaines. Donc, je veux dire que le discours qu'a tenu Ibrahim Traoré ne nous a pas surpris. Cela s'inscrit dans la logique de ce qu'il a tout dit, de ses prises de parole depuis qu'il a pris le pouvoir. Oui, on peut dire que Thomas Sankara s'est réincarné, mais en réalité, je pense que Ibrahim Traoré doit trouver lui-même son chemin, tout en gardant à l'esprit que effectivement, il est l'héritier d'une révolution que le Burkina Faso a connue. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains attendent la réincarnation ou bien quelqu'un qui puisse reprendre le flambeau laissé par l'assassinat de Thomas Sankara. Eh bien, il faut que Ibrahim Traoré reprenne ce flambeau-là tout en gardant sa personnalité. Il ne s'agit pas d'imiter Sankara, il ne s'agit pas de copier et de prendre les accents sankaristes, mais de prendre l'héritage de Sankara et d'en faire quelque chose de nouveau. Transformer, oui. Voilà, transformer cela pour projeter le peuple burkinabé et conduire la révolution africaine que nous appelons de tous nos voeux. Alors, donc, vous avez dit que les deux seuls, en tout cas, les deux présidents qui peut-être étaient vraiment, c'est pas, dont la présence a été, c'est pas, marquée, et étaient Assimi et comment l'appelle-t-on, Traoré. Pourtant, il y avait près de 26 présidents là-bas. Et alors, c'est pour ça que Faure Gnassingbé, le président de ton pays, n'a pas été parce qu'il s'est dit que je n'ai pas ma place là-bas. Bah, j'imagine, mais bon, de toutes les façons, la race de Faure Gnassingbé a été représentée très valablement là-bas. Il y avait Paul Biya, hein, il y avait les Macky Sall, toute la clique France africaine s'était représentée. On a vu Denis Sassou Nguesso d'ailleurs pleurnicher. Même Denis Sassou Nguesso, oui. Voilà, même Denis Sassou Nguesso. En vedette. Voilà, venir pleurnicher devant Poutine que on ne lui avait pas permis de venir et puis qu'il était obligé de louer un avion, etc. Non, franchement, on n'avait pas besoin forcément de Faure Gnassingbé à Saint-Pétersbourg parce que sa race a été largement représentée. Ce qui était d'ailleurs une honte pour nous et c'était une honte pour nous d'avoir autant de dirigeants africains indignes autour de la table de Poutine. Donc, Faure Gnassingbé a été valablement représenté. Bon, alors, que penses-tu du télescopage qu'a eu lieu entre le discours d'Ibrahim Traoré et Macky Sall? Parce que, après le discours de Traoré, Macky Sall a semblé répondre à ce discours-là. Oui, oui. Un commentaire sur cet incident? Non, bon, écoutez, Macky Sall, bon, on sait, ce monsieur, vous avez vu, qui prend tous les accents d'un dirigeant digne. Vous avez vu au lendemain de Saint-Pétersbourg ce qu'il a fait au Sénégal. Oui. Hein? Il incarcère son principal challenger qui a réussi finalement à le faire reculer et il l'a incarcéré. Il fait dissoudre le parti de Sonko pour éviter que Sonko se présente à l'élection présidentielle et ne prenne évidemment sa place. Donc, je veux dire que ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg est en gros l'image de cette Afrique où effectivement il y a une nouvelle génération qui est en train de combattre pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté et la liberté du continent africain, et puis la vieille garde, les chiens de garde, dont le porte-parole est Macky Sall dans ce sommet, qui a pris la parole pour soi-disant contrecarrer Ibrahim Traoré. Sauf que tout ça révèle en réalité les faiblesses que nous avons. Cela montre encore une fois d'ailleurs que l'Afrique ne peut pas parler d'une seule voix sur la scène internationale parce que les régimes que nous avons n'incarnent pas du tout les aspirations du peuple. Et puis, bon, les deux seuls régimes, comme je le disais tout à l'heure, qui avaient leur place autour de la table de Poutine, c'était Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire est en train de condamner Macky Sall
et sa parole, et la parole qu'il a dite à Saint-Pétersbourg. Et donc là, on voit clairement que c'est le choc entre les deux générations, la génération qui veut véritablement la dignité retrouvée de l'Afrique et celle qui veut continuer dans la même lancée et sur la même lancée, qui est incarnée par Macky Sall. Et je pense que définitivement, l'histoire a tranché à notre faveur, sauf que ces gens, ils ne se rendent pas compte pour le moment qu'ils sont en train de perdre complètement la partie et que le peuple noir ne va faire que émerger et aller de l'avant, contre vents et marées. Oui, ça, vous avez évoqué Macky Sall plusieurs fois, le cas du Sénégal. Je pense que récemment, lors d'un discours en France, le président français Emmanuel Macron est largement revenu sur la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal. Il a insisté là-dessus, comme quoi la France attend avoir, en tout cas, tirer son épingle du jeu. Les agissements de Macky Sall, tout ce qu'il a créé, cette saga judiciaire, politico-judiciaire, pour s'acharner contre Sonko, en vue de l'empêcher d'être au pouvoir, avant même de poser la question. Il y a l'heure d'un débat où il y avait un Sénégalais qui était, je pense que c'est un journaliste, j'ai oublié son nom, un Français, durant l'interview, disait que Sonko n'est pas pro-français, il a des discours entre tout ça là, et le gars l'a recadré. Le gars lui a dit, Sonko dit, nous voulons désormais réviser nos partenariats avec les autres, en établissant des relations d'égal à égal qui bénéficieront au peuple des deux partenaires. Et donc, c'est comme si, quelque part, la France n'est pas innocente de l'acharnement judiciaire contre Sonko. Est-ce que vous validez cela? Non, nous sommes là, encore une fois, dans le système france-africain. Le système france-africain ne peut pas fonctionner sur la logique populaire. Le tort de Sonko au Sénégal, c'est d'être un homme politique aimé par le peuple et qui, manifestement, risque d'arriver au pouvoir. Si on jouait effectivement le jeu démocratique, eh bien, il est évident que Sonko est le prochain président au Sénégal. Sauf que la France-Afrique ne peut pas tolérer quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi, étant donné que le Sénégal n'a pas la tradition d'assassinat politique, même si cela existait de par le passé, et que le Sénégal ne connaît pas la répression aussi brutale comme au Togo et dans d'autres pays, eh bien, ces gens-là sont en train d'agiter ou bien d'utiliser l'instrument judiciaire, l'instrument juridique pour pouvoir abattre Sonko. Et donc, ces gens ont peur en réalité, ces gens ont peur du peuple parce que Sonko incarne véritablement les aspirations populaires et c'est d'une évidence à crever les yeux. Donc là, nous avons la France-Afrique qui a fait reculer Macky Sall pour ne pas perdre la totalité du terrain au Sénégal, sauf que la France-Afrique avait déjà eu à élaborer un plan de substitution à Macky Sall, c'est-à-dire que ces gens-là ont dressé quelques soi-disant opposants au Sénégal pour succéder à Macky Sall, ou bien même dans le parti de Macky Sall qui va succéder à Macky Sall, pour pouvoir baliser ce chemin-là, il va falloir absolument éliminer Sonko. Donc la France-Afrique utilise toutes les armes à sa disposition, notamment l'appareil judiciaire, pour pouvoir coffrer Sonko et l'éloigner définitivement. Sauf que en faisant ça, ce système oublie qu'il y a un acteur décisif qu'on ne peut éliminer, c'est le peuple. Et le peuple sénégalais, à un moment donné, je pense que ce peuple va se lever et va retirer toutes les billes des mains de ces kleptocrates et de ces mafieux qui régissent aujourd'hui le Sénégal et qui utilisent des méthodes mafieuses pour éliminer un concurrent qui les gêne. Donc, pour Sonko, vous pensez qu'il est toujours permis d'espérer? Alors, disons que ce que le montra, nous avons fait plusieurs directs, Facebook, etc., YouTube, pour donner notre position. Nous avons dit le montra n'a jamais opté pour l'électoralisme en Afrique, parce que nous avons dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Et à partir du moment où il n'y a pas d'État en Afrique, c'est-à-dire que nous avons des enclos coloniaux qui font office d'État, et
malheureusement, il y a un certain nombre d'opposants africains qui valident cette appellation de nos enclos coloniaux en disant que c'est des États. Qui plus est, ces opposants attribuent à ces soi-disant États des attributs démocratiques. Et donc le Sénégal s'est contenté pendant plusieurs années de faire valoir le fait qu'eux, ils ont connu plusieurs présidents. Donc le Sénégal se vante toujours, la France-Afrique a monté le Sénégal en vitrine en disant c'est une démocratie parce qu'il y a des alternances, sauf que ce sont les fils du même père France-africain qui se succédaient au pouvoir. Et Sonko lui-même a validé cette appellation du territoire sénégalais en disant qu'ils sont en démocratie. Donc Sonko veut aller à l'élection présidentielle pour gagner l'élection et réformer le système. Sauf que Sonko a oublié quelque chose. C'est qu'en jouant sur le terrain de l'ennemi, eh bien l'ennemi va utiliser les moyens qui sont les siens pour vous abattre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous, ce que nous reprochons à Sonko, c'est de n'avoir pas utilisé sa popularité pour appeler à une révolution populaire, pour casser le système, chasser Macky Sall, casser le système france-africain et refaire les choses complètement au Sénégal pour lancer le Sénégal sur la voie de sa renaissance. Et donc aujourd'hui, Sonko est victime de sa propre stratégie électoraliste. C'est ce que nous regrettons amèrement. Et donc pour nous, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la situation est compliquée, mais comme je l'ai dit, il y a un acteur décisif. L'acteur décisif qui est le peuple sénégalais n'a pas encore dit son dernier mot. Donc absolument, il est permis d'espérer et nous ne pensons pas que le peuple sénégalais va se laisser abattre de cette façon, son espoir volé de cette façon. Non, je pense que la jeunesse africaine au Sénégal est en train de travailler actuellement pour porter le coup de poing décisif contre ce régime mafieux qui régente le territoire sénégalais. Oui, mais à vous écouter, on dirait que pour le Mortran, pour arriver au pouvoir, il faut nécessairement passer par un soulèvement pour renvoyer le valet local du pays concerné. Est-ce que je me suis bien exprimé? Absolument. Parce que notre analyse est simple. Nous disons qu'il n'y a pas d'État en Afrique. J'avais fait plusieurs articles, plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai expliqué ce qu'est l'État africain, qui a 10 caractéristiques qui font qu'il n'y a pas en réalité d'État en Afrique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je renvoie nos téléspectateurs à ces vidéos qui se trouvent sur la page YouTube du Moltra, où ils peuvent trouver les 10 caractéristiques de l'État africain qui font qu'en réalité, il n'y a pas d'État en Afrique. À partir de ce moment-là, nous sommes dans une situation coloniale. Et une situation coloniale, on ne peut pas la résoudre avec des élections. On ne peut pas résoudre une situation coloniale par des manifestations de rue tout simplement pour réclamer des réformes. On ne peut pas faire du dialogue politique avec les détenteurs des clés des enclos coloniaux africains. Il n'est pas possible de réformer ces fers. On ne réforme pas ces fers. Le Moltra pose ce diagnostic-là et dit, donc à partir de ce moment, que quand nous observons toute l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a fait ce que les Africains sont en train de faire pour se sortir de sa situation de domination coloniale. Nous avons parlé tout à l'heure du Mali, du Burkina Faso et du Niger actuellement qui est sur le tapis. Tous les peuples qui se sont affranchis de la domination extérieure, sous la conduite d'une élite locale montée de toutes pièces, comme des dirigeants à ces peuples-là, se sont soulevés et ont cassé tout ça. La Chine est un exemple palpable. La France même a fait des révolutions pour pouvoir arriver à la République aujourd'hui. Les États-Unis où vous êtes, les 13 colonies britanniques, pour s'affranchir de la domination, les Anglais ont dû faire la guerre pour renvoyer l'Angleterre et à partir de 1776, les 13 colonies se sont réunies au Congrès de Philadelphie et ont lancé les États-Unis d'Amérique. Donc, il n'y a qu'en Afrique que nous avons des opposants qui pensent qu'on peut réformer ces fers, on peut réformer des camps de concentration que sont nos États soi-disant africains. Donc oui, la théorie et la doctrine du Moltra, c'est que nous ne comptons que sur les soulèvements populaires et notre peuple doit retrouver son pouvoir de décision perdu. C'est ça notre analyse et nous ne voyons pas d'autre chose.
Et pour revenir au Sénégal, Sonko, en voulant jouer avec les armes du système, eh bien, le système est plus fort que lui. Donc, le système va utiliser un instrument soi-disant démocratique qu'est la justice pour la battre. Mais, encore une fois, la sortie, c'est le peuple sénégalais. Ce qui valide, encore une fois, notre analyse. Tout à fait. Jouons un peu, numérologie oblige. La fois passée, j'ai vu sur les réseaux sociaux un Africain qui s'est amusé à aligner des numéros. En tout cas, il a dit 224, 225, 226, 227. En tout cas, c'est déjà, la révolution a déjà eu lieu. Et il dit maintenant, à qui le tour? Si nous voulons suivre l'ordre, en tout cas croissant, ça veut dire que le 228 vient après le 227. Alors, puisque le Montra pense qu'il faut nécessairement passer par là, est-ce que c'est votre souhait de voir le 228 rentrer dans la danse? Non, nous souhaitons et nous travaillons nuit et jour avec notre peuple pour que notre peuple puisse retrouver son pouvoir de décision perdu. Le peuple africain du Togo va devoir payer le prix de sa liberté. Et ça va arriver. On ne peut pas contourner les lois de l'histoire. Les lois de l'histoire sont incontournables. Et l'une des lois fondamentales de l'histoire, c'est que lorsqu'un peuple est dominé, écrasé, détruit, tué par une élite coloniale montée de toutes pièces par des puissances étrangères, eh bien, ce peuple n'a pas d'autre choix que de se révolter, de s'organiser pour mener la lutte de libération nationale. Donc, les Togolais, pour le moment, sont encore endormis. Nous sommes divisés par plusieurs querelles intestines, des querelles de clochers entre Templiers, contre je ne sais pas quoi. Un tel parti dit que mon parti est le meilleur, ainsi de suite. Donc, on est encore, pour le moment, dans ces considérations-là. Sauf qu'à un moment donné, le peuple togolais va devoir dépasser tout ça et arriver à se révolter contre ce régime qui est l'un des régimes les plus tyranniques au monde. Ce régime est l'incarnation du mal absolu. Et donc, ce régime est décrédibilisé, sauf que pour le moment, les Togolais n'ont pas encore retrouvé leur cohésion combative et le courage, la capacité à dépasser la peur et toutes les divisions et les artifices que ce régime a montés entre nous. Mais ça va venir, tôt ou tard, ça viendra. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Ce régime n'a pas d'avenir dans notre pays. Ce régime va disparaître, tôt ou tard, et ça va venir. Les Togolais sincères, les vrais patriotes ne dorment pas, travaillent, s'activent pour amener notre peuple à ce stade-là. Et ça va venir. Donc, le 228 ne va pas dérober à la règle? Absolument pas. En tout cas. Les plus grands régimes dictatoriaux n'ont pas échappé à cette règle-là. Et ce n'est pas le régime togolais qui va échapper à cela. Bon, puisque nous parlons du Togo, nous allons y rester. Et c'est d'ailleurs par là que nous allons clôturer cette interview, en tout cas par le Togo. Le Togo, en tout cas, vous savez, c'est Jean-Michel Kanka qui disait que comme c'est la rentrée scolaire, même ceux qui n'ont pas d'enfants disent que je vais acheter les fournitures à mes enfants. Absolument. Monsieur Doucey, Robert Doucey, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo de Fort, et son mentor Fort, se sont lancés dans un panafricanisme que je trouve un peu bizarre. Je l'ai même surnommé panafricanisme frélaté. Que pensez-vous de leur enthousiasme démesuré par rapport à ce panafricanisme? Non, c'est une récupération malsaine, c'est une récupération, c'est une récupération malsaine. Et on voit d'ailleurs qu'au Togo aujourd'hui, il y a une chaîne de télévision qui s'appelle New World TV qui fait des émissions où on voit Kegewe, Kegewe, un des classiques du système, qui vient tout donner des leçons de panafricanisme et de géopolitique à la population togolaise. Et on voit là que ce régime qui absolument a envie de conserver le trône colonial au Togo est en train d'utiliser tout ce qui peut lui servir pour s'accrocher au trône colonial. Donc ces gars-là, on les voit partout. Ils ont essayé d'attirer Assimi dans leur escarcelle. Ils ont essayé tout, ils essayent tout. Toute honte bue,
ces gens-là qui sont l'incarnation de l'anti-panafricanisme primaire, qui sont l'incarnation d'un régime qui est l'antithèse même du panafricanisme, ces gens-là se drapent dans la toge panafricaniste pour, soi-disant, amener les Africains à les admirer. Non, personne n'est dupe. Le régime togolais est connu. Ce régime est un régime assassin, criminel, kleptocrate, voleur, anti-africain, anti-peuple togolais et par conséquent anti-africain. Et donc ce régime peut utiliser toutes sortes d'artifices, sauf que rien ne va marcher. Les Togolais sont lucides, les Africains sincères sont lucides, et donc tout ça ne marchera pas. Tout ça, c'est une récupération malsaine, puante, qui ne veut rien dire du tout, quoi. Et ces gens essaient de surfer sur la mouvance panafricaniste, sauf que les Africains sincères et intelligents savent que ce régime est l'incarnation absolue de l'anti-panafricanisme primaire. Oui, mais la chaîne dont tu as parlé, le New World TV, c'est la chaîne, c'est la propriété, comment on appelle, privée de Faure Gnassingbé. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui investit là-bas. Et les Congolais viennent là-bas. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont dire, c'est tourner vers l'extérieur. Alors qu'ils sont assis dans un régime pourri, qu'on ne peut pas décrire. C'est ça qui fait mal. Au moins, il faut faire semblant de toucher un peu à certaines choses. Non, 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 non. On leur a dit, on vous donne l'argent, allez seulement vilipender les autres. Votre panafricanisme commence après le Togo, au-delà des frontières du Togo. Parlez seulement de ça, parlez de comment on appelle, il s'appelle comment, Ambalo, parlez de Alpha Condé, parlez de tout, sauf Faure Gnassingbé. Exactement. Ça, c'est une chaîne de télé, ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est là où je voulais en venir. Quand on voit les Kegewé, ces gens, non, ils ne voient que la paille qui est dans l'œil de l'autre étranger, en oubliant la poutre qui est dans leurs propres yeux. Ces gens refusent de voir, ne font aucune analyse. Ces gens ne parlent pas du Togo. C'est comme d'autres chaînes, soi-disant panafricanistes d'Afrique. Oui, les Afrique Média, c'est qui ne parle jamais de Port Bia. C'est comment l'appelle-t-on, la photocopie de l'Afrique Média pour le Togo. Cela est pour Bia au Cameroun. C'est ça. Donc, Kegewé et ses amis-là, qui sont panafricanistes, que tournés vers l'extérieur, oublient qu'ils sont assis sur l'anti-panafricanisme même. C'est-à-dire que ces gens-là se talquent et se parfument même de l'anti-panafricanisme de Faure Gnassingbé et en donnant des leçons à l'extérieur. Donc tout ça ne trompe personne. Il n'y a que les naïfs qui pensent que Kegewé est panafricaniste avec ses amis. Non, tout ça, ça ne marche pas. Les Africains sont plus intelligents que ça. Que l'heure n'a pas encore sonné. Lorsque l'heure va sonner, tous ces gens vont fuir. Tous ces gens vont déguerpir. Et ils comprendront que pendant longtemps, ils se sont moqués de notre peuple. Mais qu'on ne joue pas avec l'histoire et l'histoire dira son mot. Le peuple africain n'a pas encore dit son dernier mot. Nous ne sommes qu'au début. Tout ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'un petit début de tout ce qui va arriver sur le continent africain jusqu'à ce que ce continent reteuille. Ils sont myopes et même aveugles à l'interne. Merci beaucoup. Je pense. Avant-hier, j'ai vu les gens de la DMK où, dans une maison privée, la soldatesse de Faure était là pour les empêcher d'y rentrer. Bon, tout est bouclé. Monsieur Boupessi, comme vous connaissez très bien, qui fut un opposant, qui a d'ailleurs été racheté par l'opposition, l'opposition est devenu désormais le boucher de l'opposition togolaise. C'est lui qui interdit tout. Donc, quand vous regardez tout ça là, quel commentaire faites-vous de ces entraves et puis de ces contradictions, de ces difficiles à décrire? Marche sous l'eau, Faure Gnassingbé et sa cour donne l'impression d'être invincible. Donc, à un moment donné, le peuple togolais va devoir assumer ses responsabilités et nous disons que ça va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que nous ne verrons pas ça de notre vivant, mais ce que nous devons faire, c'est de continuer à sonner le tocsin pour notre peuple, pour qu'à un moment donné, nous-mêmes, ou si nous-mêmes nous n'y arrivons pas, que nos enfants, les générations futures,
redressent la situation, reprennent ce pays en main et reconstruisent ce pays dans l'intérêt bien compris de tous ses enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Évidemment, le peuple togolais souffre, mais ce peuple-là, à un moment donné, il ne va pas pouvoir rester dans sa position figée, apeurée et complètement contenu jusqu'à présent. Il va arriver un moment où le peuple togolais va devoir assumer ses responsabilités devant l'histoire. Et les patriotes sincères doivent travailler dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, évidemment, ce régime donne l'impression d'être un régime tout puissant, que rien ne peut lui échapper, qui peut réprimer tout le monde, sauf que l'histoire, parfois, peut s'accélérer. Donc, là où le désespoir a gagné des esprits, en ce moment-là, parallèlement à ce désespoir-là, l'espoir, sur la base d'un travail patriotique, est en train de s'élever progressivement. Donc, les Togolais vont se lever, vont retrouver le courage de nos ancêtres, vont retrouver les traces de nos ancêtres, les Mao Mao, les Chaka Zulu, les Nabiema Bonsafo, les Sylvanus Olympio plus récemment, les Thomas Sankara, etc. Et ce peuple va se dresser parce que un régime, quelle que soit sa force, ne peut éternellement interdire la liberté aux gens. La liberté, c'est comme le vent. On ne peut pas l'emprisonner. Pour le moment, notre peuple est affaibli, oui, mais cet affaiblissement ne va pas durer éternellement. Donc, les Togolais sincères, patriotes, sont en train de travailler nuit et jour. Et nous donnons rendez-vous à ce régime-là. Nous donnons rendez-vous à ce régime-là en continuant à travailler sur notre organisation, sur la structuration du peuple togolais, en l'amenant à se débarrasser de la peur, de la traîtrise, de toutes sortes de désordres, des querelles de bas étage qui nous minent actuellement, pour élever le patriotisme à un niveau très élevé. Et lorsque le peuple togolais va atteindre sa vitesse de croisière, ce régime tombera, quelle que soit la répression qu'il a mise en place. Merci beaucoup. L'espoir est permis, tout à fait, pour notre peuple au Togo. Merci beaucoup pour, en tout cas, la clarité donc, des idées que vous avez développées. Et nous tirons donc à la fin, vers la fin de cette émission. Je pense que nos auditeurs ont aimé ce qu'ils ont écouté, de par, en tout cas, leur présence constante, en tout cas, sur, en tout cas, le net. Je pense qu'ils y étaient. Ça, c'est très bien. Alors, vu la situation que nous avons, n'est-ce pas, décrite ensemble, nous avons fait le tour des points chauds de l'Afrique, notamment au Niger, au Burkina, au Sénégal et maintenant, pour citer, au Togo. Et nous avons en tout cas fait le tour. Alors, je vais vous donner 2 minutes pour donner votre mot de fin. Ce mot de fin, je voudrais qu'il soit un mot, n'est-ce pas, d'interpellation donc de la jeunesse africaine par rapport à ce qui se passe, surtout d'avoir les yeux tournés vers le Sénégal, parce que Macky Sall, j'ai l'impression que Macky Sall a voulu profiter de ce qui se passe au Niger et pour peut-être faire passer ce qu'il veut faire passer à l'insu de la jeunesse. Je voudrais que ton message, n'est-ce pas, essaie de toucher à ce fait important. Merci, mon frère Moussa. Tout d'abord, je veux revenir un peu sur le Niger parce que la France-Afrique et l'OTAN, les États-Unis étant présents aussi au Niger, l'enjeu au Niger étant très important, la CEDEAO, confrontée à ses propres contradictions et au risque de sa disparition, est obligée d'agir, ou bien, enfin, disons, la CEDEAO est obligée d'agir. Voilà pourquoi ils ont menacé les militaires au pouvoir au Niger, de rendre le pouvoir sous 7 jours, faute de quoi, bon, ils vont intervenir militairement. Et aujourd'hui même, les chefs d'état-major des soi-disant États de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés au Nigeria, à Abuja, où ils sont en train de travailler pour élaborer un plan d'attaque contre le Niger. Tout ça avec l'OTAN, la France, les États-Unis,
l'Allemagne, le Canada et tous ces pays-là derrière pour aller bouter le régime militaire qui est en train de s'installer au Niger actuellement et replacer Bazoum au pouvoir. Là-dessus, le montrera un message très clair à la population, à notre peuple africain au Niger, en lui disant simplement que maintenant, c'est lui qui est l'acteur décisif. Du moment où le peuple ou les populations, la jeunesse africaine au Niger va se lever et va dire que non, il n'y aura pas de guerre dans notre pays, il n'y aura pas d'attaque. Soit, d'un côté, peut-être, nous soutenons le coup d'État qui a été fait, ou bien le peuple nigérien peut avoir encore une position encore plus historique en disant, nous soulevons maintenant, nous voulons que la branche militaire de ce régime disparaisse, nous voulons que la branche civilo-militaire incarnée par Bazoum aussi disparaisse, nous voulons reprendre la situation en main, nous organiser nous-mêmes, refaire les choses, réécrire une constitution et refaire les choses et remettre le Niger à l'endroit et ainsi le lancer dans sa renaissance. Ça, c'est une possibilité, mais tout ça, c'est conditionné à l'organisation populaire qu'il y a sur le terrain. La question principale maintenant, c'est de savoir si notre peuple au Niger a l'organisation qu'il faut, à la structuration qu'il faut. En tout cas, si tel n'est pas le cas, nous l'encourageons à travailler très rapidement dans ce sens-là pour d'abord bloquer la CEDEAO dans ses intentions guerrières, parce que derrière la CEDEAO, il y a la France, l'OTAN et l'ensemble des pays qui ont des intérêts miniers et géostratégiques dans cette région, très clairement bloquer cette velléité guerrière et ensuite se déployer clairement pour refaire les choses au Niger. Parce que, quelque part, c'est aussi gênant. Pour un certain nombre de panafricains, c'est gênant d'avoir toujours aussi des militaires qui viennent avec les armes à la main en disant « nous venons sauver le peuple ». Non, personne n'a mandaté ces gens-là. Aujourd'hui, clairement, notre peuple lui-même doit apprendre à reprendre son pouvoir à main. Et si le peuple nigérien se déverse très massivement dans les rues en prenant toutes les institutions politiques dans le pays, eh bien, il n'y aura pas de guerre. Le coup d'État peut être renversé par le peuple et le peuple peut lui-même reprendre les choses en main, convoquer une assise nationale, comme ça a été fait au Mali, convoquer une constituante, réécrire une constitution et organiser une transition pour remettre le Niger progressivement à l'endroit et l'amener plus loin. Donc voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui au Niger pour bloquer la CEDEAO et ses parents dans leur velléité guerrière. Et le peuple nigérien a le devoir et l'obligation de le faire. Et nous sommes là pour l'accompagner, pour le conseiller, l'assister, l'aider. S'il le faut, nous sommes prêts à nous déplacer à Niamey, au Niger, pour l'aider et assister notre peuple là-bas pour aller dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, pour le Sénégal, nous pensons que la jeunesse africaine au Sénégal doit comprendre qu'il n'y a rien à attendre avec des élections organisées par ce système-là. Il n'y aura qu'un tournus des mêmes éléments de la France-Afrique qui vont toujours se succéder au pouvoir. Donc, aujourd'hui, l'espoir du peuple sénégalais est en train d'être neutralisé au travers l'incarcération de Sonko. Donc, le peuple sénégalais doit se soulever maintenant. Ce peuple doit montrer qu'il n'accepte pas que sa dignité soit brisée et que son espoir soit volé de cette façon-là. Et donc, toute la jeunesse africaine est derrière le peuple sénégalais. Nous encourageons massivement notre peuple au Sénégal à reprendre la rue, chasser Macky Sall très rapidement. Il n'y a même pas à attendre une quelconque élection. Il faut virer ce système, virer tous ceux qui soutiennent ce système-là et reprendre les choses en main, réorganiser le Sénégal, parce que le Sénégal est un pilier essentiel aussi dans le système france-africain. Le Sénégal, depuis Senghor, n'a cessé de jouer ce rôle en Afrique. Donc, il faut balayer tout ça. Et ce n'est que le peuple sénégalais qui a la force et la capacité de faire cela. Maintenant, reste à travailler sur l'ensemble de l'organisation qui va amener à cela. Parce que les grands matchs qu'on gagne, ce sont les matchs qu'on prépare intensément. Merci beaucoup pour votre mot de fin. On ne peut plus clair. Je pense que le message est bien entendu, bien compris. Le peuple sénégalais ne doit plus attendre que Macky Sall
fasse quoi que ce soit. Parce que s'il avait quelque chose de mieux à faire, il a déjà fait. Alors, il n'est plus question d'attendre. Il faut le mettre hors d'état d'ennemi. Je pense que nous sommes arrivés à cette étape-là. Il n'y a plus de recul à faire. Il a franchi le Rubicon et je pense qu'il faut rapidement accélérer les choses. Je pense qu'il faut encourager le peuple dans ce sens-là. Comme je l'ai toujours dit, il a refusé d'aller au champ le jour du marché. Il finira par y aller le jour de la fête. Je vous remercie. On se retrouve mercredi prochain. Alors, encore une fois, merci d'être venu à Chronique de la semaine du professeur Moussa ici pour M. Pogli. Merci mon frère Moussa, et merci à vous toutes et tous. Merci. Voilà. Votre attention s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.